C'est quoi ça, les meilleurs matchs 2012 et les meilleurs matchs 2013? Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau top 5. Et directement merci à tous ceux qui ont rejoint le navire sur Twitch, on est presque 2000, alors bienvenue à tous les nouveaux. Presque 2000, comme sur Dr Everything d'ailleurs, et encore une fois merci beaucoup. La dernière vidéo sur les pires années a généré pas mal de débats, et notamment sur le serveur Discord Dr Wrestling, et ça c'est cool. Nous voilà repartis aujourd'hui sur une vidéo qui traitera cette fois-ci des meilleures années à la WWE. Mais c'était pas une mince affaire de préparer cette vidéo, plus compliqué que pour les pires années d'ailleurs. Et j'ai donc essayé de vous concocter un top 5 des meilleures années de manière totalement objective. La dernière fois on a fait ça sous forme de top, cette fois-ci on va faire ça sous forme de chronologie parce que ça sera plus sympa pour la vidéo. Et alors cette fois-ci je vais être obligé de faire une petite intro pour poser un petit peu le contexte historique. En 1982, Vince McMahon Jr. rachète la promotion de son père. Ses trois premières actions le poussent à racheter les promotions voisines, envoyer Hulk Hogan au sommet du catch et créer un gigantesque spectacle WrestleMania. Et en 87, la WWE est à son apogée grâce à sa rivalité incroyable entre Hulk Hogan et le français André le Géant. WrestleMania 3 réunit près de 100 000 personnes à Détroit pour un show magnifique. Dès lors, plus rien ne semble pouvoir arrêter la WWE de son développement. Et c'est là que nous démarrons cette liste. 1992 est un millésime rare à la WWE. L'allégorie d'une année marquée par le succès et la légende. Et pour ce point-là en particulier, je vais vous raconter l'année d'une manière assez chronologique. Du coup, revenons un tout petit peu en arrière. En novembre 1991, un grand événement se produit. Alors oui, c'est aussi la naissance de votre docteur préféré, mais je ne parlais pas de ça. Hulk Hogan, le champion héroïque, tombe face au lugubre catcheur The Undertaker. Le nouvel arrivant à la compagnie frappe fort en ridant les épaules du Hulkster grâce à une intervention de Ric Flair. Le Nature Boy qui vient alors justement de débarquer chez Vince McMahon après avoir fait les plus belles heures du catch dans d'autres promotions. Et McMahon va alors miser sur sa nouvelle star. Le Royal Rumble 92 est considéré comme le meilleur de l'histoire. Une ribambelle de stars qui se disputent la ceinture de champion du monde. Et c'est Ric Flair qui remporte le titre après un match d'une qualité exceptionnelle. La route de WrestleMania semble s'ouvrir pour une confrontation épique entre le héros Hulk Hogan et le méchant Ric Flair. Mais WrestleMania 8 va proposer autre chose. Le show est plutôt bon et les matchs très bien construits avec un double main event. D'abord, le champion Ric Flair qui est défié par le macho-man Randy Savage. Une histoire qui parle d'adultère autour de Miss Elizabeth, la femme de Savage. Du Ric Flair tout craché quoi. Le match est bon, extrêmement bon même, et trop peu souvent cité quand on parle des meilleurs matchs de l'histoire de WrestleMania. Randy Savage terrasse Ric Flair et s'offre un nouveau titre de champion du monde dans une ambiance superbe. Dans l'autre main event, Hulk Hogan affronte Sid Justice, l'homme qui l'a éliminé dans le Royal Rumble. La confrontation est ok, mais bon, Hulk Hogan est dans le match, donc la foule est heureuse. Avançons de quelques mois pour SummerSlam 92, une édition légendaire. La WWE est à ce moment-là mise au courant que le catch devient très populaire au Royaume-Uni. La promotion décide de délocaliser SummerSlam, initialement prévu à Los Angeles, dans le mythique stade de Wembley à Londres. La carte est superbe et Shawn Michaels affronte notamment Rick Martel. Randy Savage et l'Ultimate Warrior s'affrontent pour le titre majeur dans une revanche de WrestleMania 7. D'ailleurs à cette époque, l'Ultimate Warrior était très difficile à gérer en coulisses car il voulait systématiquement que son salaire soit aligné sur celui de la star Hulk Hogan. Et c'est d'ailleurs cet aspect financier qui a quasiment détruit la carrière du Warrior à la WWE. Le main event de SummerSlam 92 opposait Bret Hart au British Bulldog. Un match pour le titre intercontinental absolument magnifique d'émotion. D'ailleurs, si vous voulez plus d'informations sur les matchs de l'époque, n'hésitez pas à aller voir l'épisode 2 des meilleurs matchs de l'histoire. Et après SummerSlam, Bret Hart devient champion de la WWE pour la première fois de sa carrière aux dépens de Ric Flair. Le match a eu lieu dans un show non télévisé car Ric Flair a décidé de quitter la WWE pour retourner à la WCW. Et Bret Hart offre d'ailleurs une chance au titre à Shawn Michaels lors des Survivor Series pour un match qui allait mettre la lumière sur la nouvelle génération. Une belle façon de conclure une année en or à la WWE. Bienvenue dans l'Attitude Era, ou plutôt non, à ses débuts. 1997 est l'année du basculement. Et quelle année incroyable! Fin 96, la WWE opère un basculement avec l'émergence de sa nouvelle star, Stone Cold Steve Austin. Un personnage qui capte toute l'attention grâce à son attitude rebelle. Austin démarre l'année 97 en trombe en gagnant le Royal Rumble. Il triche comme un bandit et vole la victoire à Bret Hart avec qui il était déjà en rivalité. Le Hitman qui lui par contre vivra une année 97 très compliquée conclue par l'arnaque de Montréal. 1997, c'est des clans mémorables comme DX, Nation of Domination ou encore la Hart Foundation. Cette dernière faction qui fait d'ailleurs la magie du pay-per-view Canadian Stampede, le dernier moment de gloire dans la carrière de Bret Hart. Mais 97 c'est surtout WrestleMania 13, un chiffre qui porte souvent malheur et qui pourtant a offert cette année-là l'un des meilleurs crus. Un match en particulier a marqué ce show. Une nouvelle bataille au sommet entre Bret Hart et Stone Cold. Un match qui vient confirmer le nouveau statut du Texan à la WWE.
Et même une énorme blessure au cou subie lors de SummerSlam cette année-là ne l'empêchera pas d'atteindre les sommets. Stone Cold est l'espoir de la WWE depuis qu'elle est passée derrière la WCW en termes d'audience et d'intérêt. En fait, 1997 est une année décisive pour tout ce qui va se passer après à la WWE. Une année charnière qui a permis à la compagnie de bâtir sa philosophie pour revenir vers les sommets du catch. J'ai longtemps hésité à vous parler de l'année 2001. Cette année de réussite totale pour la WWE qui rachète son plus grand concurrent, la WCW, et qui est plus que jamais au sommet. Et pourtant certaines storylines proposées en 2001 n'étaient pas vraiment fameuses. L'angle de l'invasion par exemple, le scénario principal en 2001, a été mal reçu ainsi que le heel turn de Stone Cold Steve Austin. J'ai donc décidé de vous parler de l'année suivante, 2002. Et cette année-là commence en fanfare avec le retour de Triple H sur les écrans. Le Game s'était blessé gravement, il revient en tant que babyface pour dominer la WWE. Il parvient à gagner un Rumble 2002 pas trop mal et se diriger vers WrestleMania 18 pour affronter le vicieux champion incontesté Chris Jericho. WrestleMania 18, parlons-en puisqu'il a proposé l'un des plus grands matchs de l'histoire. The Rock contre Hollywood Hulk Hogan, deux icônes qui croisent le fer sur le ring. Une rencontre incroyable d'intensité qui a vu le public changer la tournure du match. Les fans de Toronto étaient tellement heureux de revoir Hulk Hogan qu'ils l'ont acclamé alors qu'il était heel et ils ont sifflé le Rock alors qu'il était face. D'ailleurs, la WWE a longtemps hésité à mettre Stone Cold Steve Austin à la place du Rock face à Hulk Hogan. Mais en 2002, le Texan était déjà en fin de carrière à cause de ses nombreuses blessures. Quant au Rock, 2002 était sa dernière année au sommet avant de quitter le monde du catch quasi définitivement. Et en parlant de stars, 2002 marque le retour sur le ring de Shawn Michaels. Le Heartbreak Kid était officiellement retraité depuis 1998 et sa grave blessure au dos. Le showstopper est revenu grâce à une lourde opération et une nouvelle hygiène de vie qu'il a également sans doute sauvé au passage. Son match de retour contre Triple H lors de SummerSlam est absolument épique. Michaels n'a à ce moment-là clairement rien perdu de sa superbe entre les cordes. Puis il poursuit son avancée en participant au tout premier Elimination Chamber match de l'histoire lors des Survivor Series. Le Heartbreak Kid gagne ce match et obtient par la même occasion son dernier titre de champion majeur à la WWE. On a parlé de stars pour cette année-là, mais 2002 c'est surtout l'émergence de nouveaux talents. Une génération de catcheurs exceptionnels. John Cena, Batista, Randy Orton et Brock Lesnar, tous ont démarré cette année-là à la WWE. Brock Lesnar notamment a eu un destin doré dès ses débuts. Quelques mois après son arrivée dans le ring, The Next Big Thing affronte le Rock pour le titre de champion lors de SummerSlam. Un match d'une technicité incroyable qui voit la bête remporter son tout premier titre de champion du monde. Il est à ce moment-là d'ailleurs le plus jeune champion de l'histoire de la compagnie. Il est challengé par l'Undertaker pour une série de matchs absolument épiques, notamment le Hell in a Cell match lors de No Mercy. Le titre de champion incontesté qui est d'ailleurs détenu par 8 catcheurs en 2002, dont Hulk Hogan pour un règne odieux. Mais ne parlons pas de choses qui fâchent, après tout nous sommes dans une vidéo complètement positive aujourd'hui. Comment parler de cette année-là sans me faire démonétiser? 2004 est une année fantastique dans l'histoire du catch. C'est l'année où j'ai personnellement découvert la discipline. Zappant au hasard à l'époque sur les chaînes de TPS et tombant un samedi soir sur la chaîne Action. Velocity était un programme secondaire de la WWE. Et comme beaucoup, j'ai tout de suite adhéré à ce divertissement et notamment grâce aux commentaires de Christophe Ajus et Philippe Chiro. Et à l'époque, la star de SmackDown s'appelait Eddie Guerrero. Véritable showman, le Mexicain était le catcheur le plus apprécié de la fédération. Et il allait avoir une chance pour le titre lors du pay-per-view No Way Out 2004. Un show qui a marqué l'histoire puisque Eddie Guerrero a triomphé de Brock Lesnar pour s'adjuger son tout premier titre de champion du monde. Quasiment un exploit alors pour celui qui ne possède pas le gabarit des poids lourds de la compagnie. Et en parlant d'exploit, une autre histoire quasiment similaire a eu lieu cette fois-ci du côté de Raw. Chris Benoit, le meilleur ami d'Eddie, gagne un Royal Rumble 2004 vraiment excellent. Un exploit d'autant plus important qu'il est rentré en première position dans ce Rumble. Et comme Eddie Guerrero, Benoit ne possède pas le gabarit standard à l'époque pour devenir champion. Il obtient donc l'opportunité de sa vie et se dirige dans le main event de WrestleMania 20 pour tenter d'accéder à son rêve. Il y parvient finalement au terme d'un match fantastique contre Triple H et Shawn Michaels. Benoit est enfin champion et il peut célébrer avec son meilleur ami sur le ring. Un WrestleMania 20 en 2004 qui au passage est juste excellent. John Cena remporte le titre US face au Big Show. The Rock et Mick Foley luttent contre l'évolution. L'Undertaker revient sous sa gimmick de Deadman pour affronter Kane. Et le titre de champion de la WWE est disputé entre Kurt Angle et Eddie Guerrero. Guerrero qui perdra d'ailleurs son titre assez vite après WrestleMania pour le laisser à John Bradshaw Layfield. JBL est un nouveau personnage heel absolument détestable qui fonctionne très bien dans le show bleu. Le champion de Raw quant à lui défendra jusqu'à SummerSlam et perdra sa ceinture au profit de Randy Orton. Le Legend Killer qui devient au passage le plus jeune champion majeur à la WWE détrônant ainsi Brock Lesnar. La trahison de Triple H sur Orton juste après sa victoire est d'ailleurs l'un des moments forts de l'année. Foncez voir les shows de l'année 2004 si jamais vous en avez l'occasion, croyez-moi vous ne le regretterez pas.
Ah là là, on arrive déjà au dernier point de cette liste alors que le 4e point remonte déjà à plus de 17 ans. Quelle année a été choisie pour compléter cette liste? Est-ce que le doc va encore tricher sur le format de sa vidéo? Eh bien non. Et j'ai décidé de vous parler de l'une des années charnières de la génération NT1. Alors j'ai énormément hésité pour ce point-là et j'ai notamment hésité entre deux années, 2008 et 2009. Et j'ai choisi 2008. Ah, 2008, l'année où le catch est arrivé en force sur la TNT, pour un boomer du catch comme moi, c'était la fête. Et je pense que certains d'entre vous auraient préféré que je parle de 2009, parce que cette année-là, beaucoup de jeunes fans suivaient le catch chaque semaine. Le catch était extrêmement tendance en France, avec des diffusions en prime time, des magazines, et même le retour de la WWE pour des live shows. Et 2008 commence avec un Royal Rumble époustouflant. Situé au Madison Square Garden de New York, les superstars arrivent par le devant de l'écran pour un rendu du plus bel effet. Et 2008, c'est le retour inattendu de John Cena dans ce Rumble. Il devait rester hors des rings pendant presque un an après une grave blessure à l'épaule, et il est revenu seulement au bout de quelques mois. Cena gagne ce Rumble et va aller affronter Randy Orton à WrestleMania 24 avec Triple H qui s'est greffé au match. WrestleMania 24, parlons-en puisque l'événement est plutôt bon avec une carte très solide. En plus du match précédemment cité, la 24e édition de WrestleMania nous offre le dernier match de Ric Flair à la WWE contre Shawn Michaels. Un match absolument sublime et à l'émotion renversante, un adieu digne de ce nom pour la légende du catch. On assiste également à la première victoire de CM Punk dans le Money in the Bank. Mais ce WrestleMania, c'est aussi le Big Show face au boxeur Floyd Mayweather dans un match ultra médiatisé. Et puis c'est également ce main event épique entre Edge et l'Undertaker. Un match d'une grande qualité qui allait tracer le chemin d'une année 2008 marquée par des rivalités intenses. Parce que oui, Edge et l'Undertaker n'en ont pas fini après WrestleMania et vont poursuivre leur rivalité pendant presque toute l'année. D'abord à Backlash où l'Undertaker gagne à nouveau, puis à Extreme Rules où Edge a remporté un TLC match légendaire. La rivalité s'est conclue à SummerSlam dans un Hell in a Cell inoubliable pour les fans de l'époque. Mais une autre rivalité a secoué l'année 2008. Shawn Michaels et Chris Jericho ont diverti les fans pendant des mois à travers une rivalité de plus en plus brutale. On se rappelle notamment de leur street fight au Great American Bash qui s'est terminé par un arrêt de l'arbitre. Mais aussi de ce match de l'échelle pour le titre de champion du monde poids lourd lors de No Mercy. Les deux athlètes ont pu profiter de la brutalité au maximum, juste avant le passage à la PG Era qui a eu lieu au cours de cette année 2008. Mais 2008 est aussi le début de la popularité incroyable de Jeff Hardy. Un parcours semé d'embûches pour lui cette année-là, puisqu'il est contrôlé positif à un contrôle antidopage et suspendu juste avant WrestleMania. Et pourtant il termine l'année champion de la WWE en battant Edge et Triple H lors du pay-per-view Armageddon. Un exploit pour le jeune catcheur extrême. Bref, vous l'aurez compris, 2008 est une année à connaître absolument. Alors oui, effectivement, aucune année de la précédente décennie n'apparaît dans cette liste. Si vous regardez le catch depuis seulement quelques temps, ça doit vous paraître complètement fou. Comment ça se fait que 2014, 2015 ou même 2016 n'apparaissent pas dans cette vidéo? Pourquoi Doc, tu nous parles de très vieilles années que personne ne connaît? Eh bien justement, pour mettre en lumière ces années incroyables et pousser chaque personne qui regarde cette vidéo à s'intéresser au passé du catch. Même si j'ai bien envie de tricher un peu quand même. Oh non, pas cette fois, il faut rester sérieux de temps en temps. En tout cas, comme la dernière fois, rendez-vous dans les commentaires pour discuter des meilleures années de la WWE. Et surtout, rendez-vous sur Discord pour prolonger le débat jusqu'au bout de la nuit, jusqu'au bout de la semaine. Et venez sur Discord, vraiment c'est super. Et je le dis jamais, mais n'oubliez pas le pouce bleu si jamais ça vous a plu. C'était le Dr Wrestling, à très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, prenez soin de vous.